c'est cette liberté qu'on a dans le voyage à vélo. On a tout avec soi, la tente, les vêtements, etc. Il n'y a pas de programme, il y a un lac, on va se baigner, il y a quelqu'un, on discute avec, on décide de changer d'itinéraire, on change d'itinéraire. Et ça, c'est ce qui me plaît vraiment le plus. Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. On va parler d'aventure, de voyage et de dépassement de soi avec Loïc Munaro. Entre 2011 et 2015, Loïc a fait le tour du monde à vélo. Oui, vous avez bien entendu, le tour du monde à vélo. Il a parcouru plus de 68 000 km et traversé plus de 53 pays. Dans cet épisode de Aux frontières du possible, il nous décrit son parcours. Pourquoi le vélo plutôt qu'un autre moyen de locomotion ? Il nous parle de sa préparation, de son équipement et de son budget. Il nous partage ses plus grands moments de joie, mais aussi les difficultés qu'il a rencontrées. Enfin, pour finir, il nous donne quelques conseils pour tenter nous aussi l'aventure à vélo. Alors au premier abord, on pourrait croire que cet épisode est un peu hors sujet. D'habitude, on parle plutôt de comment mieux apprendre, booster sa mémoire, apprendre une langue, etc. Mais j'aime faire de temps en temps des épisodes un peu différents. Des épisodes qui ouvrent de nouvelles portes et de nouvelles perspectives sur le monde et sur nos capacités. Et je vous cache pas que personnellement, ce sujet m'intéresse énormément. Je suis passionné par les voyages et j'ai depuis tout petit, moi aussi, l'idée d'une aventure à vélo qui me trotte derrière la tête. Et ce qui est bien quand on a un podcast, c'est que ça vous donne une excuse pour interviewer des gens que vous admirez. Je suis certain que vous allez adorer cet épisode de Aux frontières du possible, parce que Loïc les a vraiment explosés, les frontières du possible. Alors sans plus attendre, Loïc Munaro, l'aventurier des temps modernes. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Loïc Munaro. Je vis dans le nord-est de la France, en Lorraine, juste à la frontière France-Belgique-Luxembourg. Et en 2011, je suis parti pour un voyage à vélo qui devait, au départ, durer 1 an. 26 000 km, c'était à peu près ce qui était prévu. Et au final, ça s'est prolongé, reprolongé. Je suis rentré après 3 ans et demi. J'ai fait pas loin de 70 000 km. Je suis passé dans une 50aine de pays, 55 je crois exactement. Et voilà, là maintenant je suis rentré depuis donc 2015, je suis parti de 2011 à 2015 et là quand j'y repense ça me paraît un peu irréel. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'y aurais jamais cru. Mais bon, comme quoi tout arrive. Ah, c'est super, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et comment t'es venu un peu cette idée justement de partir voyager, faire le tour du monde à vélo ? Alors en 2006, je m'en souviens bien, j'étais dans un camping dans les gorges du Verdon et il y avait un couple de Hollandais qui était là avec vélo, sacoche. Je faisais un peu de VTT de temps en temps, mais jamais ça m'aurait traversé l'esprit de partir avec les sacoches sur plusieurs jours, etc. Ils m'ont un peu expliqué leur voyage, ils faisaient un tour d'Europe et ça me paraissait déjà énorme ce qu'ils faisaient. Et j'ai eu envie d'essayer. Bon, après, j'ai eu d'autres trucs à faire. J'avais acheté un appartement à rénover, etc. J'avais pas vraiment le temps. Mais en 2009, je suis parti avec un copain. On est parti de Lyon. On a été jusqu'à Strasbourg. Et là, je me suis rendu compte que c'est vraiment là que j'ai commencé à apprécier le voyage à vélo. Je me suis rendu compte que le côté physique, c'était pas vraiment un frein, que voilà, ça a duré 1 semaine, mais on aurait pu enchaîner les semaines les unes après les autres et en faire beaucoup plus. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est cette liberté qu'on a dans le voyage à vélo. On a tout avec soi, la tente, les vêtements, etc. Il n'y a pas de programme, il y a un lac, on va se baigner, il y a quelqu'un, on discute avec, on décide de changer d'itinéraire, on change d'itinéraire. Et ça, c'est ce qui me plaît vraiment le plus. Le souci, c'est qu'à vélo, il faut du temps. En 1 semaine, on fait pas grand-chose. Alors, une fois que autour de chez soi, on a un peu fait le tour, il faut prendre l'avion, il faut prendre le train pour aller rouler là ou là ou là. Et donc, j'ai décidé de prendre un congé sans solde. Voilà, donc j'avais pris 1 an et demi.
Et puis au final, je suis rentré au bout de 3 ans et demi. D'accord. Et pourquoi exactement le vélo plutôt qu'un autre moyen de transport? Pour la même raison que, ces Hollandais là, qui m'ont un peu inspiré. Alors après, j'ai fait quelques voyages un peu backpacker, enfin sac à dos. J'ai fait des vacances un peu classiques et c'est vrai que le vélo, ça permet quand même d'éviter de rester dans cette sphère touristique. Même en tant que voyageur indépendant, en tant que backpacker ou avec un sac à dos, on est libre, on fait ce qu'on veut, on va où on veut, on n'a pas de limite, on n'a pas de programme. Mais on va quand même d'auberge en auberge, d'hostel en hostel, de site touristique en site touristique. Et bon, même si on prend les transports en commun, qu'on rencontre un peu des locaux, on n'a pas cette liberté et cette comment on pourrait dire, autonomie peut-être plus, qu'on est vraiment, on va où on voilà, veut, quoi. cette autonomie qu'on a à vélo. Je veux dire par là que je me suis arrêté dans des villages pour manger, pour dormir, j'ai rencontré des gens dans des villages où jamais je serais passé. Si j'étais en voyage classique, je l'aurais traversé en bus ou je serais pas du tout passé par là. Et ça, ces petites rencontres, ces endroits complètement hors des circuits touristiques, ça fait partie des meilleurs souvenirs que j'ai de ce voyage à vélo, par exemple. Super. Et est-ce que tu étais sportif avant de partir voyager, faire le tour du monde à vélo? Assez, ouais. J'étais assez sportif. Pas vraiment cycliste, mais assez sportif, oui. D'accord. Tu courais? J'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai joué au foot, j'ai joué au basket, je courais, je faisais un peu de vélo, je faisais de la boxe française, j'avais un bon niveau, je nageais. Enfin, j'ai toujours fait pas mal de sport, ouais. Et est-ce que c'est quelque chose d'important avant de partir faire le tour du monde à vélo, d'être vraiment sportif, ou est-ce qu'on peut devenir sportif sur le tard à force de rouler tous les jours, etc.? Eh ben moi, je dirais que non. Je dirais que pour un voyage de 2-3 semaines ou de 2 semaines pendant les vacances, là, c'est mieux de le préparer, de rouler un peu avant pour pas subir cet aspect physique. D'accord. Parce qu'évidemment, si on passe de 0 à 20, 30, 40, 80 ou 100 km par jour, et ben, cet aspect physique, on va le sentir, on va avoir mal aux jambes, on va avoir mal aux fesses, etc. Alors que sur un tour du monde à vélo, peu importe qu'on parte pas préparé du tout, les premiers jours, on va faire que 20, 30, 40 ou 50 km par jour. Et le corps va s'habituer. Au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, même si ça fait 6 mois, on arrivera à faire les 80 ou 100 par jour, comme la plupart des cyclo-voyageurs font. D'accord. Toi, c'est ce que tu faisais, à peu près 80-100 km par jour? Ouais, c'était la moyenne, ouais. Avec des jours de repos, évidemment, mais les jours roulés, il n'y avait pas vraiment de règles, hein. Je pouvais rouler 20 jours d'affilée, comme je pouvais rouler 2 jours et prendre 5 jours de repos. Il n'y avait pas vraiment de règles. Mais les jours où je roulais, c'était en général ça, ouais, 80-100. Donc c'est vrai, ce qui est bien avec le vélo, c'est que ça permet de pas aller trop vite pour justement voir des choses que d'habitude on voit pas quand on est en avion ou en bus. Et c'est pas trop vite et pas trop lent à la fois, parce que je sais qu'il y a des gens qui voyagent à pied aussi. Mais là, je trouve que c'est peut-être beaucoup plus lent et du coup, c'est encore une autre expérience. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas mal niveau vitesse. Après, moi, j'étais un peu borné. J'avais vraiment envie de tout faire à vélo, même les parties que je savais qu'elles allaient être monotones. Et ça, c'est un peu le revers de la médaille, hein. À vélo, à 1000 km ou 1500 km, par exemple, dans la Pampa en Argentine, où on sait que ça va pas être formidable, que ça va être des grandes lignes droites. Bon, moi, j'étais un peu borné. J'aurais pu les zapper en bus en faisant du stop, en me débrouillant. Ça, c'est sûr, il y a toujours possibilité. Mais ouais, le revers de la médaille, c'est qu'on peut avoir parfois des longs stretches monotones. Mais même parfois, pendant ces longs stretches monotones, il suffit d'un soir où on s'arrête dans un village où on est invité, où on passe la soirée avec une famille. Et ça permet aussi de donner un peu l'envie de continuer. Voilà, par exemple. Et est-ce que tu as fait des grandes étapes, par exemple pour travailler, ou parce que tu avais rencontré peut-être quelqu'un, ou je sais pas, pendant ce tour du monde à vélo? Parce qu'à la base, il devait durer vraiment qu'1 an. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ça a duré aussi longtemps? Disons que j'avais l'argent, j'avais un petit souci avec un genou. J'étais pas certain que ça tienne bien le coup. Et puis au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que le genou allait parfaitement bien et que j'avais pas de souci. J'avais l'argent, j'avais l'envie, donc j'ai prolongé. Et parce que c'était tout à fait faisable en 1 an, tu penses, de faire le tour du monde? Alors ouais, bon, le tour du monde, y a pas de règle. Un tour du monde, ça peut faire 20 000, 30 000, 50 000, 100 000.
J'ai rencontré un Chinois qui était sur la route depuis 16 ans. Il m'a ouvert la carte devant moi. Il est passé partout 10 fois. Il y a pas vraiment de règles ou de défis. Enfin, dans tous les cas, enfin, en tout cas pour moi, c'était pas du tout le défi sportif qui m'intéressait. C'était plus la découverte, les rencontres, le voyage, quoi. D'accord. Et peut-être, est-ce que tu pourrais nous parler d'un des meilleurs pays que tu as traversé à vélo, justement? On me le demande souvent, mais j'ai du mal à répondre. J'ai du mal à en choisir un. Je vais en donner trois. Je vais dire la Turquie. D'accord. La Turquie, parce que c'est déjà des paysans. Il y a déjà un accueil et une hospitalité assez prononcée. Et ça fait toujours plaisir d'être hébergé, de rencontrer des gens, de se faire inviter à manger, enfin de pouvoir découvrir et échanger. Aussi niveau paysage, c'est varié. Il y a des zones montagneuses, il y a des paysages assez exceptionnels à certains endroits. Il y a des côtes, il y a des voilà, donc on s'ennuie pas. Et ouais. Disons qu'il y a un peu tous les ingrédients qui font que c'est intéressant d'y aller à vélo. Après, j'ai bien aimé la Chine aussi. Un peu pour les mêmes raisons, parce que aussi c'est des paysans, parce que je suis passé dans l'Himalaya, notamment au Tibet, où là les paysages sont assez exceptionnels. Mais surtout c'est cette différence culturelle qu'en Chine fait que c'est intéressant d'y passer. Et puis Pérou, Bolivie. Donc en fait ça fait 4. Je pourrais pas départager le Pérou et la Bolivie. Pour les mêmes raisons, les paysages incroyables, un peu cette chaleur humaine qu'on a en Amérique latine, et ce côté des paysans. Ouais. Voilà. J'avais justement regardé ton reportage que tu avais fait sur ton voyage à vélo où tu étais en Chine, et justement il y avait un Chinois qui essayait de t'apprendre à compter en chinois mandarin. Et est-ce que tu avais justement tu parlais des langues avant de voyager? Est-ce que ça t'a été utile, ou comment t'as fait justement pour communiquer? Alors oui, j'avais un niveau d'anglais un peu correct, un niveau d'anglais scolaire français un peu basique. J'arrive à me débrouiller, donc j'ai pas mal progressé en anglais. Alors pas forcément dans les pays. Disons qu'en règle générale, les pays non anglophones parlent pas anglais. Que ce soit en Espagne, en Turquie, en Thaïlande, voilà, personne ne parle. Ou en Chine, personne ne parle anglais. J'ai pas mal progressé avec les voyageurs à vélo ou autres que j'ai rencontrés. Du coup, j'utilisais l'anglais. Et puis, j'ai essayé quand même dans chaque pays d'apprendre le minimum. Bonjour, merci, au revoir, à droite, à gauche, j'ai besoin de ça. Et au fur et à mesure, jour après jour, moi, je progressais un peu dans la langue locale. Mais il y a quand même l'espagnol que j'ai appris vraiment. Là, j'ai vraiment pris soin de l'apprendre correctement. Je me suis arrêté une semaine à Mexico, j'ai pris des cours parce que je savais très bien que j'allais rester plus d'1 an en Amérique latine et que ça allait vraiment me servir. Et c'est vrai qu'en rentrant, j'étais complètement courant en espagnol aussi, ouais. Super. Et quelque chose que je t'ai pas demandé, est-ce que tu es parti tout seul ou vous êtes parti à plusieurs pour ce tour du monde? Alors j'étais parti avec quelqu'un de mon village, et c'est assez marrant parce que c'est un petit village c'est une petite ville parce qu'il y a 2500 habitants, et on se connaissait pas. Et il m'avait contacté via un forum de voyage à vélo qui parlait un peu de comment financer ce voyage, et on s'est rendu compte qu'on habitait dans le même village. Et on avait été en Écosse ensemble. On avait fait 2 semaines à vélo en Écosse. Je pense qu'on s'était déjà rendu compte qu'on n'était pas le binôme idéal. Mais on avait tellement envie de le faire, on était, je pense, chacun content de trouver quelqu'un pour pas partir tout seul. Et comme on n'avait pas vraiment les mêmes objectifs du voyage, au bout de 2 mois et demi, on s'est séparés. On a vite compris que ça irait jamais au bout comme ça. Donc voilà, chacun a continué sa route. Et du coup, tu as continué tout seul, toi? Ouais, j'ai continué tout seul. Donc Bertrand, avec qui j'étais parti, il est parti 1 an. Il a fait plus ou moins ce qu'on avait prévu. Et moi, j'ai fait plus ou moins ce qu'on avait prévu, mais un peu plus. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on est vraiment seul quand on voyage à vélo? Oui et non. Oui, parce que effectivement, de temps en temps, il y a des pays ou des endroits où on rencontre pas grand monde, ou des stretches, des parties de route un peu monotones.
Et non, parce que il y a quand même pas mal de gens qui voyagent à vélo. Donc pendant ces 3 ans et demi, j'ai rencontré pas mal de voyageurs avec qui j'ai roulé parfois quelques jours, parfois quelques semaines, parfois même quelques mois. Et j'aimais bien les deux. J'aimais bien être seul et être complètement libre de ce que je faisais. Et de temps en temps, c'était chouette aussi de rencontrer d'autres voyageurs à vélo et de pouvoir partager un peu ce qu'on vit, ce qu'on ressent, etc. Mais bon, malgré tout, on rencontre quand même des gens tous les jours, que ce soit des locaux, que ce soit d'autres voyageurs. Bon, même si on est seul longtemps, je pense notamment en Afrique où je pense que ça fait un peu peur aux voyageurs à vélo, où j'ai rencontré quasi personne pendant 7 mois. Enfin, je parle en tant que voyageur à vélo, mais quand même, j'ai changé tous les jours avec des locaux. Voilà, il y avait quand même tout le temps des rencontres. Et au contraire, peut-être j'ai vu dans ton reportage justement en Inde où là c'était difficile d'être seul justement. Voilà, ouais, il y a certains pays, notamment l'Éthiopie et l'Inde, où on n'a même pas le temps de s'arrêter faire pipi au bord de la route sans qu'il y ait 40 personnes qui nous regardent, quoi. Et là, c'est marrant les 2 premières semaines, mais au bout d'un moment, on a du mal à le supporter. Enfin, moi, en tout cas, j'avais du mal à la fin. C'était un peu la fuite. À la fin, en Inde, là, c'était un peu la fuite vers le Népal, ouais. Je m'en souviens bien. Mais je pense aussi parce que j'ai fait l'Inde, mais moi c'était plus en backpacker, comme tu le dis, avec des bus, etc. Mais je m'imaginais pas justement. Je me suis posé la question, je me suis dit traverser l'Inde à vélo. Je me suis rendu compte que je pense pas que ça soit le pays idéal pour ça justement, à cause de la surpopulation, il y a de la circulation aussi. Eh ben, par exemple, l'Inde. Alors, je dis toujours que le vélo, c'est souvent le meilleur moyen de visiter ou de voyager dans certains pays. Ben, par exemple, l'Inde, moi, je conseillerais pas aux gens d'y aller à vélo. Je suis allé et ils retourneraient plus à vélo. Ça, c'est clair. Pour plusieurs raisons. Voilà, pour la circulation anarchique. Parce qu'on parle souvent du danger de vol ou d'agression, alors qu'en vélo, le danger numéro 1, c'est quand même la route. Et là, en Inde, il faut rester vigilant tout le temps, donc c'est assez stressant. Le fait que ce soit surpeuplé, voilà, de pas pouvoir s'arrêter 10 secondes sans être entouré de 10, 20, 30, 40 personnes qui vous regardent avec des yeux tout écarquillés. Et puis aussi, je crois que ça devait être le premier pays où, niveau conditions sanitaires, c'était un peu costaud, notamment pour l'eau, la nourriture. Et j'étais, alors, pas vraiment malade, mais voilà, j'avais quelques dérangements. Et ça qui s'ajoute à tout ça, le fait de ne pas pouvoir camper, parce que c'est surpeuplé, c'est très très difficile pour planter sa tente pour le bivouac. Tu faisais comment du coup, justement ? Eh ben, c'était vraiment la guerre, quoi. Je roulais souvent, je devais rouler jusqu'à l'obscurité et me coller dans un champ ou dans un fossé ou n'importe où, une fois qu'il faisait noir, et puis me barrer vite fait le matin, parce que dès les premiers rayons de soleil, il y a les ouvriers qui vont travailler dans les champs. Soit à la fin, j'allais à l'hôtel. Alors ça coûte 3 fois rien, mais bon, ça m'embêtait. J'essayais quand même de dépenser le moins possible, même si c'était pas cher. Ça m'embêtait de dépenser de l'argent juste pour dormir et repartir. Enfin voilà, tout ça cumulé, ça fait que j'accumulais de la fatigue. Voilà, j'avais du mal. À la fin, c'était dur. Hein. À la fin, c'était dur. Et peut-être tu as soulevé quelque chose, c'est la question du budget, donc qui est intéressant parce que souvent c'est une des barrières pour les gens pour se lancer dans une aventure comme la tienne. Est-ce que tu pourrais, ça te dérange pas, parler un peu de ton budget, le budget que tu avais au départ et un peu ce que tu dépensais par jour, etc. Alors, pour parler franco, j'ai dépensé du jour où je suis parti au jour où je suis revenu un peu moins de 20 000 euros, c'est-à-dire en 3 ans et demi. Ça comprend tout ce que j'ai dépensé pendant le voyage, c'est-à-dire la nourriture quotidienne, un hôtel ou une auberge de temps en temps. J'allais quand même toujours vers le moins cher sans non plus être complètement borné et trop me restreindre. Ça comprend les pièces de rechange de vélo, ça comprend les visas, les visites, les cartes routières, les quelques cartes postales que j'ai pu envoyer, enfin toutes les dépenses qu'on peut faire pendant le voyage. Et ça comprend pas tous les équipements que j'ai dû acheter avant, le vélo, la tente, le matériel, le camping et autres. Voilà, ça représente, alors je calculais pas au jour le jour, mais je dirais
aux alentours, en moyenne, parce que ça dépend aussi du pays dans lequel on se trouve, en moyenne 10 euros par jour, je dirais. Voilà. Alors ça pouvait être 3 euros par jour en Chine ou en Bolivie, et peut-être 25 ou 30 au Japon, par exemple. Mais voilà, en moyenne, ça tourne autour des 10 euros par jour. Donc, ce qui est pas finalement énorme, quoi. Donc, tout le monde pourrait, presque tout le monde pourrait arriver justement à mettre un peu d'argent de côté et peut-être pas faire le tour du monde, mais partir pendant 2-3 mois à vélo, justement. On est d'accord. C'est sûr que 20 000 euros, c'est une somme. Mais comparé à tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait, et pendant ces 3 ans et demi, j'ai pas travaillé une seconde. Donc voilà, si on arrive à épargner ça, au moins tout le monde n'est pas obligé de partir 3 ans et demi. Mais oui, effectivement, le prix que ça coûte par rapport à ce que j'ai vécu, ça me paraît dérisoire, en effet. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu pourrais parler aussi d'un peu du vélo que tu avais? Après, je suis pas un expert, mais justement un peu peut-être le budget justement du vélo, de la tente, etc. Le budget global du départ pour le matériel. Oui, plus ou moins. Alors là, de mémoire, oui, alors c'est un vélo. Bon, pour voyager à vélo, disons tant qu'on reste dans des zones, je vais dire développées ou pas trop hostiles, pas trop chargé, n'importe quel vélo en bon état peut faire l'affaire. Après, c'est vrai que si on part pour un voyage de plusieurs mois où on risque de traverser des pays un peu moins développés, je pense, je sais pas, en Afrique, en Mongolie, où il y a beaucoup de pistes, où on sait qu'on trouvera pas de pièces de rechange. Là, je pense que c'est intéressant d'investir dans un vélo un peu plus spécifique pour le voyage, c'est-à-dire alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pièce par pièce de matériel, mais en termes de budget, ça va être entre 1 000 et 2 000 euros. Alors, ça peut aller beaucoup plus, mais déjà entre 1 000 et 2 000 euros, c'est ce que ça m'a coûté. Ça m'a coûté un peu plus de 1 000 euros en montant moi-même le vélo, c'est-à-dire que j'ai choisi les pièces, les roues, le groupe, le cadre, etc. Mais en vélo clé en main, déjà à 1 500 euros, on a un vélo parfaitement capable de faire un tour du monde. Et si on est un peu bricoleur, à partir de vélos d'occasion, on peut s'en bricoler un pour 500-600 euros, ouais. Qui fera parfaitement l'affaire aussi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as eu beaucoup de casses? Eh ben, j'ai pas eu de problème majeur mécanique. Rien du tout. Même la seule fois où je me suis fait rentrer dedans, que je me suis retrouvé avec une roue en 8 en Zambie, en Afrique. Il se trouve que j'ai quand même réussi à faire rayonner une roue. J'ai eu de la chance. Hein. Ça aussi, il faut partir. Alors bon, les renseignements sur tous les forums, ça se contredit un peu, mais on arrive quand même un peu vers les mêmes conclusions. C'est qu'il faut un vélo simple, basique, costaud, standard et surtout réparable un peu dans le monde entier. Donc je ne vais pas donner les détails, dans les forums on trouvera tout ce qu'il faut. Et c'est un peu ça l'idée, quoi. Un vélo simple et costaud, pas de gadget, pas de suspension, pas de frein à disque, etc. Voilà, pas de frein à disque, pas de diamètre de roue excentrique, comme là, c'est la mode du 27,5 en taille de roue. Des choses qui sont introuvables et voilà. du coup, vous êtes obligé de finir le tour à pied. Passer la Turquie n'existe plus, par exemple. D'accord. Super. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous parler d'une des plus grandes difficultés que tu as eues, toi, durant ce tour du monde? Alors moi, j'ai peut-être eu de la chance et je pense qu'il en faut, mais j'ai pas eu de problème majeur. Alors oui, j'ai eu quelques maladies, j'ai eu quelques accidents, effectivement, en 3 ans et demi, tous les jours sur la route, il fallait bien que ça arrive. Mais moi, ce que j'avais le plus de mal à supporter, c'était les longues sections plates monotones. Alors j'ai parlé tout à l'heure de la route 40 en Argentine. Je me faisais une joie de passer, mais en fait, c'est bien pour les motards qui font 600 km par jour, mais en vélo, 600 km, ça fait une bonne semaine de vélo où il se passe pas grand-chose, par exemple. J'ai eu un peu la même chose en Afrique australe, où pareil, il y a beaucoup de savane, beaucoup de kilomètres, et puis pas grand-chose se passe. Moi, ces moments-là, j'avais du mal, ouais. J'avais du mal. Psychologiquement, j'ai eu très froid, j'ai eu très chaud, j'ai eu l'altitude, et ça je veux pas dire que ça m'a pas dérangé, mais je m'y faisais bien. Mais les longues sections monotones où il se passe pas grand-chose, où on voit pas de paysage très sympa, il y a pas vraiment de rencontres, là c'est long. Ouais. Là c'est long et psychologiquement c'est dur. Est-ce qu'il t'est arrivé des moments de dire voilà, j'arrête tout, je prends un billet et je rentre?
Eh ben jamais, non, jamais. Il y a eu des fois où je me dis bon, là j'en ai marre, je prends du repos, alors je m'arrête quelques jours et j'avais toujours jusqu'au bout cette envie de découvrir. Bon, peut-être que les 2-3 derniers mois en Afrique, je les ai fait un peu en accéléré parce que j'avais vraiment envie de rentrer, de voir mes copains, etc. De retrouver un peu une vie sédentaire, d'aller au concert, d'aller au cinéma, d'aller à la piscine et autres. Mais malgré tout, jusqu'au bout, je peux dire, j'avais quand même cette envie de découverte. Et du coup, on a parlé un peu des difficultés, mais du coup, quel serait ton plus beau souvenir lors de ce voyage à vélo? Je suis sûr qu'il y en a plein, mais quelque chose qui te vient à la tête là maintenant. Quelque chose qui me vient à la tête là maintenant, je me souviens il y en a eu beaucoup, mais je me souviens d'une invitation que j'avais eue au Népal. J'étais allé dans un petit cybercafé pour mettre à jour mon blog et au Népal, il y a des coupures d'électricité très souvent. Disons qu'il y a entre 2 et 4 heures d'électricité par jour. Et là, c'était particulièrement chiant parce que ça revenait, ça recoupait, ça revenait, ça recoupait. Donc j'avais toujours espoir. Je suis resté, j'ai passé l'après-midi. Et le gars qui tenait le cybercafé là, donc à la fin de la journée, il commence à faire noir. Il me dit mais où tu vas? Je dis je vais aller camper. Là, il me dit mais viens chez moi. Donc je suis allé chez lui et là il y avait toute sa famille et voilà, il y avait c'est un peu comme ça se passait avant en France. C'est-à-dire qu'il vivait avec sa mère, sa grand-mère, sa copine, il y avait ses enfants, il y avait les enfants, de la cousine, etc. Ils vivaient tous ensemble là-dedans, ils sont un peu saignés au cas de veine pour me faire un repas digne de ce nom. Et ça m'avait marqué, ouais. J'avais passé la journée du lendemain avec eux aussi, d'ailleurs, une partie. Et ça m'avait touché. Ça donne envie en tout cas. Est-ce que les gens il y a eu beaucoup d'hospitalité justement tout au long de ce tour? Alors beaucoup, je vais pas mentir, non, il y en a eu. Il y en a enfin moi en tout cas, j'ai remarqué qu'il y avait majoritairement beaucoup d'hospitalité dans les pays musulmans, je veux dire les pays musulmans non touristiques. J'ai notamment en Turquie, en Iran, au Soudan. C'était pas la même musique, par exemple, en Égypte. Par exemple, le Soudan et l'Égypte, c'était le même pays jusqu'en 56, mais l'Égypte est beaucoup plus touristique maintenant. Et là, on voit que le tourisme de masse a vraiment pourri les relations humaines. Ça, je m'en rends bien compte. Après, je cherchais pas forcément à me faire héberger, etc. Si ça arrivait, j'y allais avec plaisir. Mais voilà, je me mettais pas en fin d'après-midi sur la plage du village à essayer de créer le contact ou de discuter avec les gens dans le but de me faire inviter. Si ça arrivait par hasard, c'était bien. C'est arrivé dans à peu près tous les pays, il n'y a pas eu de règles, mais c'était pas forcément tous les soirs, c'était pas forcément une fois par semaine, il n'y avait pas vraiment de règles, mais c'est pas comme on peut voir certains blogs ou certains voyages à vélo, où on a l'impression que les gens sont tout le temps invités, parce que voilà, c'est ce qu'on fait ressortir un peu dans les blogs ou dans les comptes rendus ou dans les vidéos. On met ça en avant parce que quand il se passe des choses, on le raconte. Mais le quotidien, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas ça. C'était, je mettais ma tente dans le bois ou bien cachée et je dormais. D'accord. Et j'ai quand même eu quelques belles marques d'hospitalité, en effet. Ouais. Et du coup, tu faisais comment un peu pour les douches, tout ça? Est-ce que des fois tu te prenais 2-3 jours à l'hôtel justement pour un peu ralentir la cadence et à te reposer un peu? Alors, à l'hôtel ou les auberges ou un hébergement chez quelqu'un, chez un local, c'était plus pour visiter, prendre du repos, avoir plus contact avec les locaux ou passer du temps un peu dans une ville où j'avais envie de rester. C'était pas forcément le confort qui me manquait. Rapidement, au bout de quelques mois, alors je suis peut-être pas très douillet, mais au bout de même quelques semaines, voilà, je me suis habitué à me laver dans les rivières, à récupérer de l'eau à droite à gauche, là où je pouvais me récupérer de l'eau pour pouvoir me laver le soir à la gourde, à la bouteille. Alors, je te le cache pas, j'ai pas pris la douche tous les soirs, j'ai même battu quelques records, là. J'ai bien passé des fois des 4, 5, 6, 7 jours sans me laver. Oui, surtout que des fois, peut-être en Inde, justement, c'est compliqué parce que justement, l'eau des rivières est peut-être encore plus sale que pas se doucher, justement. Exactement. Bon, mais comme j'avais du mal à camper et que j'allais de temps en temps à l'hôtel, pour me laver, j'arrivais quand même à me laver relativement régulièrement.
disons que de l'eau, il y en a partout. Quand il fait chaud, on arrive quand même à se laver tous les soirs. Et quand il fait froid, on transpire pas forcément et on n'a pas forcément envie de se laver tous les soirs. Donc on arrive toujours à trouver une solution. Mais bon, on se débrouille et disons qu'on s'habitue assez vite à l'inconfort. Que ce soit pour la toilette, que ce soit pour le fait de dormir sous la tente, les différences de température, l'altitude, etc. On s'y habitue bien. Et du coup, est-ce que tu as dû changer ton itinéraire par rapport à des problèmes politiques ou des guerres, etc. dans des pays ? Oui, pas mal. Surtout en Afrique. D'accord. Surtout en Afrique où, par exemple, moi, ça m'aurait plu d'aller en Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone. Et quand j'ai préparé ça, parce que j'avais pas prévu de passer du tout par là au début, comme j'avais prévu qu'1 an, je me suis vite rendu compte. Alors j'ai préparé le passage en Afrique, là c'était juste avant d'y aller, donc j'étais encore en Amérique du Sud. Et je me suis rendu compte qu'il y a certains visas que j'aurais pas pu avoir, qu'il y a certains pays ou endroits que j'aurais pas pu traverser. Donc là j'ai changé, je suis passé par l'Afrique de l'Est. Clairement pour des problèmes de visa. Et même là, il y a eu une petite zone, alors c'était pas très longtemps, c'était une 50aine de kilomètres, où j'ai dû prendre un camion militaire parce qu'il y avait des conflits entre tribus, les gens des tribus étaient armés et je risquais de me faire détrousser sur la route principale, quoi. Et du coup, pour les visas, tu t'y prenais à l'avance ou majoritairement t'allais à la frontière, enfin t'allais au consulat, ambassade, etc. Voilà, ouais, disons que pour un long voyage, on peut pas tout prévoir à l'avance. Souvent, il y a un laps de temps donné avant de rentrer dans le pays. Par exemple, on a le visa le jour J, mais il faut rentrer dans le pays avant 3 mois. Ou le visa, on l'a le jour J, mais il est valable qu'1 an, et donc dans le pays, j'y serai peut-être dans 1 an et demi ou dans 2 ans. Donc tout se faisait, soit aux frontières, soit à l'ambassade du pays voisin. Et disons qu'avec Internet, maintenant, on arrive à avoir les informations facilement. C'est plus l'aventure comme ça devait l'être dans les années 80 où on arrivait à la frontière et on savait pas vraiment si on allait passer ou pas, s'il fallait revenir à l'ambassade ou pas. Ça s'est simplifié du coup. Et du coup, tu me dis que tu tenais un blog en même temps que tu voyageais. Alors du coup, est-ce que tu avais pris un ordi portable ou tu allais justement dans les cybercafés? Comment ça se passait justement pour avoir des contacts avec Internet et peut-être ta famille, etc. Il y avait mon partenaire là du début, Bertrand, qui avait un ordinateur, un tout petit mini PC, les tout petits 10 pouces là. D'accord. Et c'était bien pratique. Et quand on s'est séparés, il l'a gardé. Moi, je me suis débrouillé parce que j'étais déjà dans le monde des cybercafés. Le monde des Wi-Fi était déjà derrière moi. J'étais déjà dans le monde des cybercafés, donc je me débrouillais un peu comme ça. Et après, c'est vrai que quand je suis revenu dans le monde du Wi-Fi en Amérique du Nord, j'en ai quand même acheté un. Et donc après, c'est vrai que c'est quand même un peu plus pratique pour un long voyage, pour gérer les photos, pour le blog. Et aussi, ça permet d'avoir un peu son petit chez soi, d'avoir ses petits films, sa petite musique, et voilà. De se retrouver un peu. Voilà, on a un peu son petit confort, ses petites habitudes qui est dans ce bout de plastique là. Voilà. Et justement, une question aussi intéressante, c'est justement, est-ce que c'est difficile de rentrer après un aussi long séjour? Alors pour moi, ça l'était pas, parce que comme j'en ai déjà un peu parlé, sur la fin, j'avais vraiment envie de rentrer. Malgré le fait que le voyage c'est génial, on voit des nouveaux paysages, on fait des nouvelles rencontres, et au bout d'un moment, ça devient le quotidien, ça devient la routine. On met la tente, on se lève, on roule, on rencontre les gens. Les rencontres sont quand même assez éphémère parce que je suis jamais resté très très longtemps au même endroit. C'est toujours d'où tu viens, où tu vas, c'est toujours un peu les mêmes questions. Après, on commence même à s'habituer au paysage. Une montagne, c'est une montagne, un désert, c'est un désert. Et voilà, ça commence à manquer un peu les amis, enfin surtout les amis et les relations un peu plus profondes qu'on peut avoir avec des amis de longue date. Et la vie un peu plus sédentaire, aller au ski. Disons que moi, comme j'ai eu la chance entre guillemets de grandir dans un pays développé où j'ai été au ski, où je vais au cinéma, ou si je veux faire de l'escalade, je fais de l'escalade. Si je veux aller à un concert, je vais à un concert. Et voilà, donc tout ça, ça manque. Ça manque. Donc j'étais bien content de rentrer, ouais. D'accord. Mais là, par exemple, au bout de 3 ans, là, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis rentré, voilà, ça commence à revenir. À te titiller, justement.
je partirais bien un peu plus qu'une semaine cet été, par exemple. D'accord. Est-ce que tu voyages encore un peu à vélo? Oui, tous les ans, je fais quand même quelques jours, des fois quelques semaines avec des copains. Alors c'est souvent en France ou en Europe, en Suisse, voilà. D'accord. Et ouais, c'est vrai que dans des pays développés où c'est pas très dépaysant, là je partirais plus avec des copains parce que je sais qu'on va rigoler et que c'est plus pour rigoler entre potes. Alors que dans des pays plus lointains, ça me dérangerait pas d'y aller seul parce que je sais que c'est dépaysant et que ça va se passer autrement, par exemple. Mais le vélo, le virus du voyage à vélo est toujours là. Et c'est toujours même un peu un problème parce que si je pars d'une autre manière, je sais que, par exemple, en vélo, je me dirais en vélo, ce serait mieux. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Et justement, est-ce que c'est difficile de prendre l'avion avec un vélo? C'est un peu technique, si moi ça m'intéresse, c'est pour ça que je la pose. Ah ouais, on me la pose quelquefois. Difficile, non. Donc il faut mettre bien souvent les compagnies demandent d'emballer le vélo dans une boîte. C'est-à-dire qu'il faut démonter un peu. Voilà, ça prend une petite heure et demie à démonter les roues avant, le guidon, la selle, etc. pour que ça rentre dans une boîte. Alors les boîtes, c'est des cartons qu'on peut trouver facilement dans les magasins de vélo et les magasins de vélo reçoivent les vélos neufs dedans et donc ils les jettent. Donc si tu vas leur en demander une, ils te la donnent volontiers. Et il y a toujours, on serre toujours un peu les fesses en espérant qu'il arrive en bon état. Mais bon, moi j'ai jamais eu de gros pépins. Bon, si, j'ai eu une petite bosse une fois ou un porte-gourde de cassé, des petites bricoles, mais rien de vraiment grave. Et du coup, tu payes un bagage supplémentaire, ça se passe comment au niveau du coût? Exactement, il y a quelques rares compagnies qui facturent pas en plus, mais la majorité des cas, ça coûte entre 60 et 120 euros. D'accord. Transporter un vélo, ouais. Et je reviens un peu sur ta vie de maintenant, et est-ce que c'est dur justement de se réintégrer dans une vie professionnelle, etc., après justement tant d'aventures, etc.? Eh ben, je vais dire oui. Je vais dire oui parce que on a connu cette vie simple où on vivait avec pas grand-chose et on se rend compte qu'on est parfois un peu décalé alors même avec des amis d'avant, hein, parce que nous on a peut-être évolué, parce que on est peut-être plus adapté à la vie sédentaire. Dès qu'il y a des choses qui me plaisent pas, j'ai tout de suite l'envie de me dire allez, je laisse tomber ça, je remets les sacoches sur le vélo et je m'en vais. Parce qu'on sait qu'on est capable d'avoir une autre vie, d'avoir une vie où on vit avec pas grand-chose, ou d'aller vivre dans des pays où ça coûterait pas cher, et aussi on sait qu'on est capable de tout laisser tomber pour faire autre chose. Voilà. Alors que quand on n'est jamais parti comme ça longtemps, je pense qu'on a toujours un peu cette appréhension de dire je sais pas si je vais quitter mon travail, je sais pas si je vais laisser mon appartement ou tel avantage qu'on peut avoir. Voilà. En fait, c'est vraiment le problème. On se dit, il y a tellement de possibilités, du coup, on a du mal à rester sur une voie, un chemin de vie. En fait, c'est un peu ça, non? C'est ça. Disons pour moi en tout cas, comme je suis parti longtemps, je sais que je peux avoir un autre type de vie. Et je reste pas focalisé dans la vie qu'on peut, c'est en tout cas sédentaire qu'on peut avoir en France ou dans les pays développés. Je me dis que voilà, si demain ça me plaît pas, je plaque tout et je fais autre chose. Je vais vivre au Mexique, je repars à vélo, je fais autre chose. C'est surtout cette capacité, pas cette capacité, mais de se dire voilà, on l'a fait une fois, on peut le refaire une autre fois. Et est-ce que tu repartirais justement pour un tour du monde à vélo? Eh ben, j'y pense de plus en plus, figure-toi. J'ai fait quelques travaux, quelques opérations immobilières de rénovation là, pour pouvoir un peu faire de la location et me mettre un peu D'accord. en sécurité financièrement. D'accord. Et là, d'ici 1 an ou 2, là, financièrement, je pourrais largement financer un voyage à vélo sans limite de durée, par exemple. Et là,
Donc c'est toujours quelque chose qui est là dans le coin de la tête. Ouais, ça reste. Est-ce que c'est difficile? Je sais pas. Est-ce que peut-être tu as une femme, etc., famille? Est-ce que c'est difficile justement, ou peut-être que est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? Eh ben, pour l'instant, je suis pas marié, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'attache profonde. D'accord. Donc voilà, je pourrais accessoirement partir sans trop de problèmes. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu, point de vue un peu philosophique, qu'est-ce que ce tour de monde t'a apporté dans ta vie? J'arriverai pas à être philosophique sur cette question-là. Pas philosophique, mais voilà. Mais je pense que ça m'a enrichi, ça c'est certain. Ça m'a surtout permis de me rendre compte que malgré le fait qu'on se plaint souvent, que oui, on n'a pas de travail, ou que on est mal payé, ou que il y a de l'abus, etc. Ok, peut-être, mais que si on prend ça à l'échelle mondiale, on est quand même très très bien lotis. Ça m'a surtout permis de me rendre compte de ça. Je prends l'exemple de certains pays d'Afrique, on sait qu'il y a de la famine, on sait que l'eau est difficile à trouver, etc. Et quand on le vit, c'est plus la même chose, quoi. Quand on vit la misère au quotidien. Et par exemple, je me suis retrouvé dans le nord du Kenya à creuser dans les rivières asséchées avec les locaux pour trouver de l'eau et remplir mes gourdes avec de l'eau qui était d'ailleurs pas terrible. Voilà, ça permet de se rendre compte un peu de la réalité et de prendre un peu du recul sur les petits problèmes du quotidien. Disons que si je raye ma voiture, ça me fait rire maintenant. Ça m'inquiétait pas outre mesure avant, mais là maintenant, oui, voilà, c'est le dernier de mes soucis. Par exemple, je suis peut-être beaucoup moins matérialiste. D'accord, super. Et je saute un peu du coq à l'âne, mais justement, comment tu faisais pour la nourriture? Est-ce que c'est arrivé d'être en manque de nourriture, ou est-ce que tu prévoyais tout le temps à l'avance, etc.? Alors, nourriture, non, disons que tant qu'on a de l'argent, on mange, ça, il n'y a pas de souci, peu importe le pays, peu importe l'endroit. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas des supermarchés avec 10 marques de céréales un peu partout, ça, on est d'accord, mais de là à manquer de nourriture, à part quelques fois où j'avais pas bien calculé mon coût, où je me suis retrouvé dans des villages sur ma carte qui, en fait, en réalité, étaient abandonnés. J'ai pas eu, je crois que j'ai peut-être même jamais sauté un repas. Des fois c'était un peu limite, des fois je me suis contenté d'un paquet de biscuits que je trouvais à la station-service du coin, mais voilà, de là à vraiment manquer, non. Peut-être un peu plus d'eau, ou des fois c'était, où là des fois j'ai vraiment senti ce que c'était que d'avoir soif, mais non, de là, disons qu'à vélo, on reste sur des routes ou des pistes, enfin c'est des chemins, et en général sur les chemins il y a des villes et il y a de quoi se ravitailler. Alors parfois il faut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours ou 4 jours de nourriture, un peu d'eau, mais on arrive toujours à se débrouiller. En tout cas, c'est un super, ça donne vraiment envie justement de partir voyager comme ça. Et est-ce que tu aurais des conseils justement à nos auditeurs ou aux auditrices qui voudraient partir, peut-être pas faire le tour du monde, mais partir peut-être 2-3 mois voyager à vélo? Eh ben, si on a l'envie et le budget, il faut pas hésiter. Surtout pas trop se focaliser sur le matériel. Rien ne sert d'avoir du matériel haut de gamme ou un super vélo, surtout si c'est pour 2-3 mois. Voilà, ça permet, même si on n'a pas le top du top et si on n'a pas tout en partant, on s'adaptera. Il faut, je pense, avoir l'envie. Donc, si on a l'envie, il faut y aller. Il faut pas hésiter. D'autant plus qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Voilà ce que je pourrais dire. Ne pas hésiter, y aller, quoi. C'est très très motivant en tout cas. Moi, ça me donne vraiment envie de prendre un vélo et de partir à l'aventure. Et pour un premier voyage, parce que moi je te parlais hors ce podcast que j'aimerais peut-être faire l'Eurovélo 6. Alors l'Eurovélo 6, elle part de la France et elle va jusqu'en Turquie en traversant l'Europe. Mais toi, tu me disais que c'était un peu ennuyeux. Là. Ouais. Pour un premier voyage, qu'est-ce que tu me conseillerais? Pour un premier voyage, ça dépend combien de temps et disons combien de temps? 2-3 mois. Oh, 2-3 mois. Non, 2 mois, je ferais peut-être un petit tour. Alors, je sais pas où t'habites et d'où tu partirais. Moi, je suis en Bourgogne. En Bourgogne, c'est pas mal pour partir. Je descendrais vers le sud par le quart sud-est, évidemment. D'accord.
toutes les préalpes et sans forcément taper vraiment dans les Alpes, je prendrais un ferry pour aller en Corse. D'accord. Alors peut-être pas le tour, mais la côte ouest. Aller en Sardaigne, repartir en Italie et remonter. Moi, je ferais ça, par exemple. Mais après, c'est sûr que 2 mois, si tu prends l'avion, tu peux aller, par exemple, en Turquie, par exemple, au Pérou, Bolivie, ou par exemple, en Patagonie, pour aller faire un peu la Carretera Austral ou autre. D'accord. Il pourrait être un peu plus dépaysant. Il y a des possibilités, il y en a. Par contre, l'eurovélociste, moi, je te le conseille pas. Parce que si, comme moi, moi, je trouve ça assez monotone, les pistes cyclables qui longent les canaux, où c'est tout droit, tout plat, et il se passe pas grand-chose. Et même si j'aime bien les pays ou les endroits qui sont pas aseptisés, je vais dire, il y a quand même des trucs sympas en Europe et plus sympas que l'eurovélociste, moi, je pense. D'accord. Toi, tu partirais plus justement en faisant ton propre itinéraire et... D'autant plus en Europe, on a la chance d'avoir des réseaux routiers très très étendus, donc on arrive quand même à se faire des itinéraires en passant par des petites routes sans être trop gêné par la circulation. Eh ben, merci Loïc pour tous ces conseils et puis cette belle aventure. Et avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous dire aux auditeurs où est-ce qu'on peut te suivre, justement peut-être où trouver ton blog, etc. et quels sont tes projets? Alors, pour l'instant, on peut me suivre. J'ai pas grand-chose, à raconter, mais le blog de ce voyage, il est toujours en ligne. Ça, c'est www.loicvelomonde.blogspot.com, tout attaché. Là-dessus, j'avais des articles que je mettais toutes les 3 semaines. Il y a toutes les photos et il y a aussi le lien vers un petit montage vidéo de 45 minutes. Qui est un résumé du voyage. Et comme projet, en voyage à vélo, à part quelques petits trucs en Europe, j'ai pas grand-chose, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'est pas impossible que d'ici 1 an ou 2, je reparte sans limite de durée. Alors peut-être pas pour rouler autant que ce que je l'ai fait, mais un peu repartir à vélo et vivre de manière un peu semi-nomade, c'est-à-dire en restant un peu 1 mois, 2 mois, 3 mois à certains endroits, probablement. Eh ben, merci beaucoup, Loïc, pour ce témoignage. C'était super intéressant. Moi, je t'ai contacté personnellement parce que c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. En fait, quand j'étais gamin, j'avais lu un livre qui s'appelle On a roulé sur la terre de Sylvain Tesson, qui m'avait donné envie, justement. Il m'a donné envie, et du coup, par des choses de la vie, du coup, je me suis pas encore lancé, mais j'aimerais bien faire ça d'ici peu. Peut-être pas le tour du monde, comme je te dis, mais peut-être partir 2-3 mois pour commencer, et après, on verra si ça me plaît. Donc, c'est un peu pour ça aussi que j'en ai profité pour t'interviewer, parce que je voulais avoir un témoignage, justement, de quelqu'un qui l'avait fait. Donc merci beaucoup pour ton temps, Loïc. C'était super intéressant. Méfie-toi, si tu pars 3 mois, tu risques d'attraper le virus. Et après, j'en ai bien peur. J'ai déjà le virus du voyage sans le vélo, alors je sais pas si j'ajoute le vélo, ça peut être peut-être encore pire. C'est possible. Et merci beaucoup, Loïc. Je vais pas prendre plus de ton temps. Et merci à toi. C'était super motivant en tout cas. Ça fait vraiment rêver, quoi. Merci beaucoup, Loïc. Écoute, à plus alors. À plus. Salut François. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.ausfrontièresdupossible tout attaché et au pluriel.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.